Je vais vous expliquer un peu le plan de la soirée. Ce ne sera pas très long, en fait. Là. Ce soir, on s'est dit pour commencer des séries de webinaires d'un carrefour d'action politique de la PTS, quoi de mieux pour commencer que de réfléchir à c'est quoi le rôle politique, c'est quoi la place politique des syndicats et de la PTS, des syndicats en général et de la PTS en particulier, dans la place publique, dans le débat public comme acteur de changement, comme acteur social. Et pour nous en parler ce soir, ça me fait plaisir d'animer une petite conversation avec Laure Letarte-Lavoie, 4e vice-présidente à la PTS. Bonjour Laure. Allô tout le monde, je suis contente que vous soyez là malgré le beau soleil dehors. Contente de vous voir. Excellent. C'est vrai, il y a de la compétition avec le beau temps. Et là, on va parler un peu, Laure et moi, pendant une quinzaine de minutes. Et après ça, le but, c'est vraiment avoir une discussion très large. Là. Il n'y a pas, avec vous, qu'est-ce que vous voyez comme rôle pour la PTS? C'est quoi la place de la PTS comme acteur de changement, comme acteur politique? Donc, vraiment, après ça, on pourra ouvrir les lignes, comme on dit, pour qu'on puisse parler tout le monde ensemble. Et tout ça nous mènera jusqu'à minuit ou 1 heure du matin, là, tout dépendant de votre enthousiasme. Commençons. Quand on parle souvent du rôle politique des syndicats, on parle de leur implication politique, puis une question qui revient, c'est constant. On a toujours quelqu'un quelque part pour nous poser la question, ben coudonc, est-ce que c'est vraiment le rôle des syndicats que de s'occuper de politique? C'est-tu vraiment notre place de faire ça? Ou on n'est pas un peu à côté de nos pompes là, quand on s'occupe de politique. Hein? Fait que je pense pour lancer la conversation, Laure, comment tu réagis, toi, normalement, quand il y a un membre ou quelqu'un qui t'interpelle comme ça? T'sais? Ben, moi, je pense que c'est tout à fait notre place de s'impliquer au niveau politique. Je pense que quand le syndicalisme est arrivé, là, la fin des années 1800, début 1900, les conditions étaient exécrables. Ça, c'est certain. Fait que les syndicats se sont concentrés sur les conditions de travail. Mais depuis ce temps-là, il y a quand même un monde qui est passé. Les syndicats se sont ouverts. Puis, il faut pas oublier, en fait, là, que les relations de travail, ça ne sort pas de nulle part. Les conditions de travail, ils viennent d'un contexte politique, social, économique, environnemental. Et quand on confine en fait les syndicats au seul rôle des relations de travail, je pense qu'on passe à côté de l'essentiel. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une vision du syndicalisme qui existe, qui est un peu comme si on était une compagnie d'assurance. Puis là, à ce moment-là, les syndicats, on devient un peu comme une ressource externe vague qu'on appelle en cas de problème. Et à ce moment-là, je pense qu'on perd notre vocation collective. C'est là qu'on met que les relations de travail aussi s'individualisent, où là, les salariés vont régler leurs conflits en individuel avec leur employeur. Puis ça réduit les conflits de travail à un problème individuel sur les épaules des gens, alors qu'on sait bien que les problèmes au travail sont souvent beaucoup plus larges, systémiques, structurels même. Donc, pour moi, on ne peut pas se limiter à cette vision-là. C'est impensable parce que les droits des travailleuses et des travailleurs, ils ne tombent pas du ciel. Là. Quand il faut se battre pour les créer, il faut se battre pour les faire exister. Mais c'est sûr que dans le contexte actuel ambiant néolibéral qui s'attaque à tout, ben, c'est ce tout qu'il faut défendre et compte tenu de l'ampleur de cette lutte-là, je pense qu'il faut pouvoir faire front commun dans les mouvements sociaux avec les autres acteurs de la société civile dans nos luttes. OK, mais là, je vais me faire un peu l'avocat du diable là, pour le plaisir de la discussion. J'ai envie de te dire, c'est bien beau tout ça. Tu sais, ça semble marcher en théorie. C'est une belle idée, finalement. Mais en concret, là, dans les faits, ça marche-tu quand les syndicats s'occupent de politique ou essentiellement on passe à côté? Là? Bref, ton idéalisme est bien gentil, mais est-ce que ça marche dans le réel, tout ça? Là? Moi, je suis idéaliste, puis toi, tu es défaitiste. Bien sûr que ça marche, il faut y croire. Moi, tout mon cœur y croit. Il ne faut pas oublier, en fait, que le progrès social, il a évolué de concert avec l'essor des mouvements syndicaux. Les syndicats, ils n'ont pas seulement amélioré les conditions de travail des salariés, mais ils ont aussi permis de nombreuses avancées sociales. Puis, il ne faut pas oublier aussi que quand on fait des gains pour les syndiqués, on fait souvent des gains pour l'ensemble de la société et pour les non-syndiqués parce qu'on crée une balise après ça pour l'ensemble des milieux de travail.
les syndicats, ils ont permis, grâce à de la mobilisation, à du travail politique, à avoir une loi sur la santé et sécurité, une loi sur l'équité salariale, les normes du travail. Ils ont légiféré au niveau du travail des enfants aussi, qui était fait dans le temps. Mais ils n'ont pas juste agi au niveau des milieux de travail, ils ont aussi ils ont amené des projets de société, une vision, comme ils ont aidé dans les garderies à 5 qui a permis d'avoir une grande participation des femmes là, sur le marché du travail. Ils ont aidé dans la création du régime québécois d'assurance parentale, le ministère de l'Éducation, l'instauration d'un enseignement public, la nationalisation des hôpitaux, et j'ai plein d'autres exemples. Mais oui, ça marche, mais c'est sûr que ça marche quand on se mobilise. Toutes ces luttes-là n'ont pas pu se faire sans mobilisation, sans une solidarité entre les différents mouvements sociaux. Et je crois qu'il faut justement décloisonner ces luttes-là pour montrer la réalité entre les membres puis les enjeux sociaux, économiques qui font en sorte que il y a un lien entre tout ça pour que les gens se sentent interpellés puis qu'ils aient envie de se mobiliser sur ces enjeux-là puis que justement le côté politique prenne la place. Bien, j'aurais envie de te dire, tu sais, encore un peu, tu sais, pour faire l'avocat du diable, tu nous parles d'exemples, comment... lancez-moi pas de roche personne, s'il vous plaît, mais c'est pas un peu des exemples qui sont ancrés dans le passé. Là. Tu nous donnes beaucoup d'exemples de ce que le syndicalisme a pu faire comme acteur social. Est-ce que c'est une vision du syndicalisme qui date d'une autre époque ou c'est une vision du syndicalisme encore d'actualité pour l'époque qui est la nôtre, la société qui est la nôtre? Bien, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de combats qui ont été menés dans le passé, mais je pense que c'est ça qu'il faut ramener un syndicalisme de combat, puis c'est là aussi qu'on va pouvoir prendre cette place-là où on a peut-être eu plus d'influence et où on a été plus des locomotives de société, comme j'aime dire. Mais tu mets quand même le doigt sur le bobo. C'est vrai que les syndicats traversent une période de crise, une crise de légitimité, une crise d'identité, une crise des valeurs. Mais il faut aussi quand même constater qu'on est dans un contexte historique défavorable. On peut parler du néolibéralisme en masse. C'est tout le référent collectif qui est quand même un côté super fort du syndicalisme qui est en crise au nom d'une vision beaucoup plus individualiste de la société. Puis à ce moment-là, c'est sûr que ça devient plus difficile de justifier notre action syndicale. Puis une des phrases moi en tout cas, qui m'a toujours résonné au niveau du néolibéralisme, c'est la phrase « si tu veux, tu peux ». Puis cette phrase-là, elle est magnifique parce que c'est comme on remet tout sur les épaules de l'individu, puis c'est grâce à lui s'il va réussir. Mais ça veut dire qu'on met de côté les solidarités, la force du collectif. Puis ça, c'est un des défis actuellement du syndicalisme, c'est de composer avec des membres qui sont influencés par le discours néolibéral parce qu'on va se rappeler, nos membres ne sont pas imperméables à ce discours ambiant-là depuis plus de 30 ans. Donc, puis tu sais, il y a aussi, effectivement, il y a eu un effritement dans les conditions de travail. Donc, il y a des gens qui ont intégré l'idée que les mesures de solidarité, la négociation collective constituaient pour eux des freins à leur réussite personnelle. Puis ils en viennent à se dire, ben si moi, je règle mes problèmes tout seul avec le boss, là, ça va aller mieux que si on est tout ensemble à essayer de faire quelque chose qui ne marche pas vraiment. Alors qu'on sait que pourtant, le syndicalisme, c'est bien lui qui permet une meilleure répartition de la richesse, des gains, etc., et qui permettent de rehausser la norme dans les conditions de travail de tous les travailleurs. Mais dans ce contexte-là, là, défavorable que tu dis que même nos propres membres ont intégré évidemment le néolibéralisme, moi le premier, là, c'est pas, ce serait pas plus efficace de simplement travailler à sauver les meubles puis à essayer, comment dire, je vais le dire vraiment juste pour être un peu provocateur, là, travailler à se faire oublier un peu, ce serait pas plus une meilleure ligne pour la suite? Bien là, de mon côté idéaliste, je vais encore te dire non, Philippe, il faut se relever les manches, il faut se réinventer. Je pense que c'est le mot-clé là-dedans, se réinventer. Il faut penser, là, quand il y a eu, on a instauré l'État-providence, ben ça, c'est allé avec une augmentation de la représentation syndicale pour permettre de réduire les inégalités, mettre un filet social. Puis ensuite, avec le néolibéralisme, comme j'expliquais tantôt, qui a un peu attaqué tout,
Ben c'est vrai que là, c'est allé gratter, grappiller partout, là, au niveau social, environnemental, économique, et ça nous a obligés, effectivement, tu as raison, les syndicats, à être un peu en position de défense parce qu'on était obligés de défendre des acquis et ce qui a fait en sorte qu'on a peut-être moins été justement ce syndicaliste de combat-là, qu'on va chercher des gains. Mais c'est là qu'il faut retrouver un peu l'ambition du mouvement syndical d'être un acteur de changement social, puis pas seulement défenseur d'acquis. Parce que j'aime dire que les syndicats, on est des chiens de garde de la démocratie, on est un contre-pouvoir au gouvernement, mais on ne doit pas effectivement être seulement des lanceurs d'alerte, on doit aussi être des acteurs de changement social. Puis dans ça, comment, comment on passe là, d'un contexte où on est plus réactif, on défend des acquis, on réagit à ce que le gouvernement fait, ou bon, dans notre cas, c'est le gouvernement, mais des syndicats du secteur privé, ce serait les différents acteurs patronaux. Bref, comment on passe d'un contexte où on est essentiellement réactif à un contexte où on peut s'ouvrir de l'espace pour être plus proactif? Bien, je pense que si on veut être plus proactif, il faut pouvoir être justement pas seulement dans la réaction, mais dans la production de nouvelles, créer la nouvelle. C'est sûr qu'on a été confiné dans un rôle de réaction parce que le gouvernement a proposé dans les dernières années des lois qui sont des reculs pour nous. Il a ouvert la porte au privé en santé. C'est toutes des choses qu'on n'a pas le choix de réagir à ça. C'est quand même dans notre rôle. Mais il faut, quand on fait ça, c'est sûr que ce n'est pas nous qui décidons de l'agenda, puis qu'on devient un petit peu plus à la traîne. Donc, ce qui est, je dirais, mon idée, mon ambition pour la PTS, c'est de renverser tout ça et de pouvoir, oui, réagir, comme l'exemple sur la privatisation en santé qui est de plus en plus présent là, à tous les niveaux dans le réseau. Bien, oui, on peut la bloquer, mais est-ce qu'on peut aussi demander de la faire reculer? Est-ce qu'on peut proposer un projet de société où on va demander une expansion du réseau? Donc là, à ce moment-là, je pense que quand on propose quelque chose, on peut sortir du côté réactif là, puis être plus dans la production de nouvelles. Mais ça postule un élément qui n'est pas un détail, c'est qu'on a l'écoute ou l'attention de la population. Et des fois, disons, encore là, je vais jouer mon rôle d'avocat du diable, il n'est pas toujours évident qu'on a une bonne oreille au niveau de la population. Je te posais la question, tu sais, finalement, le monde, est-ce qu'il nous écoute quand on leur parle ou il passe rapidement à d'autres choses? Je pense que ça, c'est une question complexe. Je dirais qu'ils nous écoutent, oui et non. Oui, quand on parle pour elle, oui, quand on se bat pour elle. Puis, tu sais, je veux dire, on se bat souvent pour elle parce que, surtout dans notre secteur des services publics, quand on se bat pour des conditions de travail de nos membres, au final, c'est pour améliorer les conditions, les services à la population. Mais c'est sûr que quand on revient à plus nos enjeux sectoriels, nos intérêts plus précis, bien là, je pense que oui, on la perd. Il faut comprendre aussi qu'il y a quand même une frustration qui est légitime là, de la part de la population parce que, on le sait, là, dans les dernières années, il y a eu une augmentation de la productivité, il y a eu une augmentation des gains, des profits. Et malgré ça, il y a une stagnation des salaires. On le sait, hein, nous, en santé et services sociaux, ça fait comme 20-30 ans qu'on n'a pas eu de plus que l'inflation. Puis, il y a un endettement des ménages qui est faramineux, là, on le sait, dans la société. Puis ça a un coût, cet endettement des ménages-là. Ça fait en sorte d'ailleurs que les gens ne peuvent pas avoir la même liberté d'action, la liberté d'indignation quand que tu ne peux pas te priver de ton salaire pour un conflit de travail, ça a un impact. Mais ce que je voulais dire, c'est que la droite néolibérale va essayer de nous faire croire que c'est à cause des syndicats que c'est les syndicats qui freinent en fait la prospérité collective, alors qu'on sait très bien là, que c'est bien plus une perte de rapport de force qu'on a perdu avec le néolibéralisme. Puis quand on se compare aux États-Unis, en passant, c'est bien parce qu'il y a encore des syndicats que le fossé des inégalités, c'est pas autant creusé. Mais bref, il y a une frustration quand même qui est là face aux syndicats. Puis on le sait qu'il y a aussi un discours antisyndical qu'on peut entendre là, de plus en plus dans l'espace public. Donc, oui, il y a un lien de confiance à rebâtir. On le disait tantôt, il y a une crise. Mais moi, là, je crois que les citoyens, les gens, nos membres, ils ont un désir quand même de prendre la parole. Ils ont un désir d'agir politiquement. Mais oui, ils sont méfiants envers les partis. Ils peuvent être désabusés envers leurs syndicats. Donc, c'est à nous, à leur donner l'espace pour qu'ils puissent justement libérer cette parole-là, participer, créer,
il faut créer des espaces pour que nos membres, les citoyens, revivent un peu, là, soit dans les débats publics, se réapproprient ces discussions-là politiques, que je suis sûre qu'il y a des gens qui veulent participer à l'action, mais ils savent comme juste plus où aller. Mais pour faire ça, là, mettons, là, tu sais, c'est quand même, on va se le dire, c'est un programme ambitieux, Madame la 4e vice-présidente. Est-ce qu'on a les rangs assez solides pour faire ça? Et là, je pose la question, c'est même pas une question piège, c'est une vraie question que moi-même, je ne serais pas capable de répondre, donc je suis content d'être pas dans ton rôle. On a-tu les rangs assez solides pour ce genre d'ambition-là? Ben, moi, j'espère que oui, et je crois que si on le... C'est vrai que c'est tout qu'un programme, mais si on le fait tout le monde ensemble, je pense que oui, parce que en fait, comme je disais tantôt, on est un syndicat, pas une compagnie d'assurance. Donc, on a une force collective. Si on se met tout le monde ensemble, puis on dit l'union fait la force, les élus nationaux, les équipes locales, les salariés, l'appareil à PTS, ben, on est capable de faire quelque chose. Puis, tu sais, là, je disais, avec le néolibéralisme, on est devant, tu sais, ça fait comme 3 décennies qu'on est dans ce contexte-là. Ben, les employeurs, la nouvelle gestion publique, là, ça fait que les employeurs, ils sont résolus à tout mettre en œuvre pour empêcher les salariés de s'organiser sur les milieux de travail. Donc, dans ce contexte-là, ben, je pense que c'est encore plus important, justement, d'être ensemble, l'union fait la force pour conserver une puissance organisationnelle qui a été acquise quand même au fil du temps par le mouvement syndical et de permettre, dans le fond, aux travailleurs d'avoir toutes les ressources à leur disposition pour mener autant les batailles dans le milieu de travail que sur la scène politique. Donc, tu me vois un peu venir, sans mobilisation, sans culture de mobilisation, d'implication, de formation, de conscientisation, il faut de l'éducation syndicale. Bien, c'est vrai, ça ne marchera pas. Le travail est énorme, mais en même temps, c'est motivant. Puis c'est là-dessus qu'on travaille actuellement aussi à la PTS et au secteur sociopolitique avec notre projet de plateforme politique, de campagne politique. C'est pour amener les gens à s'impliquer avec nous dans des projets qui sont motivants, puis qui nous amènent vers l'avant, puis qui nous transforment aussi en acteurs de changement social. Bien, je posais la question, là, sans revenir sur les exemples passés du syndicalisme et de la belle époque, finalement. Est-ce que tu as un exemple, je ne sais pas moi, récent en tête d'un mouvement social qui a fait ce genre de travail-là d'organisation, qui a réussi à faire en sorte que la mobilisation soit, comment dire, une réalité plus qu'un vœu pieux, tu sais? Bien, ayant été étudiante dans les années 2012, je dirais que c'est mon exemple que je te donnerais. Cette mobilisation-là qui a fonctionné, on se le dira quand même, de cette contestation étudiante-là, n'est pas arrivée de nulle part. Ça a été d'une volonté de mobilisation et d'information sur l'enjeu des droits de scolarité qui s'est faite sur des années. Ça a été une construction patiente, acharnée. Ça a été 2-3 générations d'étudiants, d'étudiantes qui sont passés le flambeau. Et pour que la grève marche en 2012, le plan de mob avait commencé bien avant. Et moi, je me souviens très bien, le travail de terrain, il était là. C'était campus par campus, faculté même par faculté. Les AG, c'était comme vraiment tout. On était là. C'était imprégné dans le terrain, les manifestations par manifestation, ça a marché parce qu'il y a eu un travail immense de terrain et patience au fil des ans. Puis aussi, juste te dire, on est actuellement à la PTS dans les votes de grève, puis on a des résultats quand même, là, 90, 98, même on a eu un 100 %. Bien ça aussi, ça ne s'est pas fait tout seul. Il y a eu un travail de terrain de nos équipes locales, il y a eu un travail de mobilisation qui a été fait. Donc, je pense que quand on prend le temps de le faire, ça donne des résultats. Puis bien, pour qu'on arrête de parler éventuellement, laisser la parole aux collègues qui sont là, je te poserai une petite question. Cette ambition-là que tu nous communiques ce soir pour le syndicalisme au Québec, pour la PTS, où tu vois ça dans 10 ans? Comment ça évolue? Est-ce que, c'est quoi c'est quoi pour toi la PTS dans une décennie? Bien, c'est sûr que très exactement, je ne peux pas te le dire. Les boules de cristal sont malheureusement en rupture de stock. On le sait, avec la pandémie actuellement, les prédictions changent de jour en jour. Alors, je ne m'avancerai pas trop, mais j'ai quand même la conviction que si on a la volonté, l'audace de nous réinventer, tu sais, je l'ai dit tantôt, c'est le mot, se réinventer,
on peut, le mouvement syndical, on peut rester pertinent et on peut faire en sorte que le Québec devienne une meilleure société. Pour moi, une des menaces qui guette en fait le syndicalisme, et ça, je l'ai lu dans quelques livres, c'est l'obsolescence, qu'on devienne impertinent. Bien, pour moi, si on veut rester un acteur de progrès social, on doit absolument prendre la question de la crise écologique. Il ne faut pas manquer le bateau, dans le fond, là, de cet enjeu-là, parce que c'est l'enjeu du siècle. Puis si on veut rester pertinent, bien, il faut rester d'actualité dans les débats de société qui nous touchent maintenant. Donc, ça, je pense que c'est un des éléments. Il faut qu'on soit là-dedans. Puis c'est ça qu'on veut faire aussi à la PTS. Puis un autre élément pour moi, c'est aussi laisser la place aux jeunes, la relève, la nouvelle génération. Je pense qu'il y a peut-être un sentiment d'appartenance un peu à recréer avec les jeunes. C'est peut-être plus difficile de les amener là, dans nos assemblées générales. Il y a beaucoup de termes techniques, mais je pense que si on est capable d'aller les chercher sur leur intérêt, comme par exemple la lutte au changement climatique est un exemple, mais à la PTS, on a différents comités, là, la diversité culturelle, diversité des genres, santé, sécurité, etc. Si on est capable d'aller les chercher sur un sujet qui les intéresse, après ça, ils vont pouvoir voir c'est quoi l'ensemble du mouvement syndical et pouvoir s'impliquer. Je pense que ça, c'est une des façons, puis il faut réussir à aller les chercher, ces personnes-là. Donc, je pense que on a une assiette pleine, mais si on est tout le monde ensemble pour faire ces initiatives-là, on peut réussir. Bien, merci beaucoup, Laure. Très instructif, très inspirant. Comme on a dit en début, là, l'objectif de la soirée, c'est d'échanger, parler avec vous. On s'est prêté au jeu non absolument pas planifié et programmé de l'entrevue. Mais la parole serait à vous. Vous, comment vous voyez la PTS, son rôle dans la société, son rôle dans le secteur de la santé et services sociaux, évidemment, aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, comme acteur politique? Je dirais que la parole est à vous. Et je vois que Isabelle a levé la main. Et oui, lever la petite main bleue ça va faciliter les tours de parole. Isabelle. Oui, bien, merci de cette présentation, de cet échange que vous avez eu pour nous présenter tout ça. Moi, aujourd'hui, dans le fond, ce que vous nous présentez, ça me fait... je suis déjà en réaction. Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur d'avoir une présentation par l'employeur du PQ-PTM. Et pour moi, c'est justement un dossier, je vais faire le lien avec comment je vois l'implication de mon APTS au niveau politique. En fait, c'est quelque chose qui descend du ministère avec des restrictions quand même assez importantes au niveau de la pratique professionnelle de nos intervenants en santé mentale présentement. C'est un programme aussi qui, je trouve, est très flou et amène beaucoup d'interprétations, en fait, qui est à dénoncer. Là. Nos psychologues, nous, en Estrie, nous ont déjà approchés par rapport à ça. Puis, je pense que de dénoncer, nous, comme syndicat, des programmes, dans ce cas-là, qui est en lien justement avec notre représentation et évidemment de certains titres d'emploi, c'est essentiel qu'on le fasse, qu'on s'accole justement avec au déploiement de ces nouveaux programmes-là ou de ces changements-là. Parce qu'encore une fois, le PQ-PTM retombe dans la cour quasiment des usagers. Là. Je veux dire, c'est les usagers, les clients qui ont des choix, qui doivent, comme citoyens du Québec, essayer de manipuler ce programme-là. Puis, je pense que nous, tant comme syndicat, mais aussi comme gens qui avons des titres d'emploi puis qui avons la connaissance aussi, savons très bien que c'est très compliqué pour certaines personnes que de comprendre ce que c'est ces programmes-là, puis comment on peut même y adhérer, puis comment y avoir accès, puis tout ça. Aujourd'hui, même, ils ont osé me parler des achats de services en psychothérapie au privé. Et j'ai tilté. Je trouve que c'est des programmes, en tout cas, pour moi, des programmes, des réorganisations. Je suis du milieu des laboratoires. Tout ce qui est à dénoncer
et qui a directement une perte de service puis qui a un impact sur la population du Québec, nous, comme syndicat, on se doit de l'énoncer, puis on doit même se permettre, je crois, que d'expliquer les conséquences puis tout ce que ça va apporter à la population. On parlait tantôt d'éducation, puis tout ça, à travers, je pense, nous, les membres de la PTS, mais on se doit de faire de l'éducation auprès de la population aussi quand des programmes comme ça sont déployés, quand des réorganisations importantes comme ça sont annoncées. Nous, on a le mandat de vulgariser, je pense. Qu'est-ce que ça peut apporter aux usagers? Voilà. Oui, ben merci Isabelle de ton intervention. Je comprends ta frustration face à ça. C'est effectivement un dossier qui est suivi aussi, là, juste pour information, de près par le CETEP. Mais effectivement, je pense que quand on revient, là, qu'on dit est-ce qu'on a la population derrière nous, ben ça, c'est effectivement d'expliquer les impacts parce que oui, ça a un impact au niveau de l'autonomie professionnelle, au niveau de nos membres, mais au final, c'est sur la population parce que c'est ça, c'est comme un programme que c'est de l'auto-soin, puis là, on retourne le bucket aux individus. Et c'est un peu aussi quand j'expliquais, pour ne pas être juste dans la réaction, proposer quelque chose, proposer un projet, bien, quand on dit de freiner la privatisation, bien, c'est un peu ça, parce que quand on délaisse ce qui était pris en charge par le public au niveau privé, au niveau individuel, bien, c'est une perte là, des services publics. Puis ça, c'est quelque chose au niveau politique qu'on peut se mettre dans le débat à ce niveau-là. Parfait, merci. Prochain tour de parole, c'est à, j'imagine, Philippe pour Phil de l'Estrie. Oui, bonjour. Ouais, en fait, mon nom, c'est vraiment Phil, en fait. Premièrement, belle présentation. Merci Laure et Philippe, là, vraiment, c'est très intéressant. Moi, d'ailleurs, j'avais un petit commentaire de dire que je trouvais aussi intéressant que dernièrement, en fait, parce qu'on est devant, comme Laure a dit, devant un gouvernement qui prône le négativisme en lien avec le syndicat, que le syndicat, c'est mal, que ça va dans les jambes des entrepreneurs, puis que ça fait en sorte que parce que c'est notre premier ministre, un monsieur qui est entrepreneur, puis à quel point les syndicats étaient des facteurs nuisibles à son entreprise, alors qu'actuellement, dans les médias, on parle beaucoup de Amazon, à quel point les conditions de travail étaient exécrables chez Amazon et à quel point ils veulent se syndicaliser parce qu'ils veulent se sortir de ces conditions de travail-là. Fait que là, moi, je trouve qu'on a vraiment, ces temps-ci, une bonne presse au niveau syndical, puis qu'on devrait surfer sur cette vague-là. Puis pour répondre plus spécifiquement à la question, c'est sûr qu'il faut que notre syndicat à PTS, puis moi, l'attente que j'ai envers mon syndicat, c'est d'être présente autour des tables de discussion politiques dans lesquelles il y a des enjeux pour nos membres puis des enjeux pour la politique. J'ai été un peu déçu. J'avoue que je n'ai pas porté attention beaucoup, mais je m'attendais de voir André Poirier, notre présidente, aux tables de discussion par rapport au centre jeunesse, entre autres. Je veux dire, à 24-60, par exemple. J'attendais de voir, peut-être qu'elle allait passer, puis la PTS nationale ne l'a pas repartagé sur sa page Facebook, mais ça serait super intéressant qu'elle le fasse parce que je pense que c'est comme ça qu'on va premièrement se faire connaître de la population, puis que la population va comprendre qu'on n'est pas juste des gens qui défendent nécessairement des conditions de travail, mais on est là aussi pour expliquer la réalité terrain, puis notre réalité sur c'est quoi le système de santé actuel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, au-delà de nous dire « Hey, je ne ferai pas ta job, vraiment, une chance que tu l'as fait parce que moi, je ne ferai pas ça », ils ne savent pas c'est quoi le réseau de la santé, ils ne savent pas c'est quoi, juste le programme qu'Isabelle vient de parler, là, la population ne saura même pas c'est quoi ça. Puis notre autre enjeu en même temps, je ne veux pas avoir non plus des lunettes roses, mais puis, je le vois beaucoup sur le terrain. Oui, on a une forte participation au niveau du vote de grève. En même temps, au niveau de la participation de nos membres à ces AGS spéciales-là, elle n'est pas à la hauteur. On n'est pas à du 50 % de participation. On est au contraire à peut-être au meilleur du 20 à 25 % des membres qui participent à nos AGS, qui est quand même bon. Mais on a aussi beaucoup de travail à essayer d'aller chercher les gens. Alors que, nous, à ce soir, je ne sais pas on est combien actuellement sur Zoom, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'excusent de ne pas s'informer
ou de s'intéresser au débat politique par manque de temps. Puis de dire, ben moi, j'ai ma famille, j'ai ma routine. Là, le soir, je suis dépassé, je n'ai pas le temps de m'intéresser. Moi, j'avais des collègues, je disais, ben oui, mais écoutez, quand vous allez à domicile, écoutez juste Radio-Canada au lieu d'écouter Énergie. Puis, ah non, oublie ça, c'est tellement ennuyant. Non, moi, je vais me changer d'idée, j'ai besoin de me changer d'idée. Les gens s'intéressent peu ou pas à des sujets. Fait en même temps, même si on fait beaucoup d'efforts, en fait, je veux que mon syndicat continue de le faire, mais il va falloir vraiment, en effet, comme Laure a dit, intéresser les jeunes à nos sujets, puis démontrer que ça peut être intéressant, la politique. Puis, tu sais, je pense entre autres à des émissions comme La soirée est encore jeune, où est-ce qu'ils utilisent beaucoup l'humour pour intéresser les gens à des débats de société, intéresser les gens à des sujets d'actualité. Je pense qu'il faut aller de plus en plus vers ça, intéresser les gens. Je sais que RAD aussi, la Radio-Canada, une équipe plus jeunesse, faisait Fait que peut-être qu'aussi à la PTS, ça pourrait être une idée au niveau politique de comment intéresser les jeunes, d'essayer d'avoir ce genre de médium-là pour les intéresser. Fait qu'en gros, ça serait un peu ça ma réponse. Merci Phil, c'est très vaste, mais très intéressant. Effectivement, je pense qu'il faut être capable de multiplier, de diversifier les façons de rejoindre les gens. Puis c'est un peu dans cette lancée-là qu'on est avec notre Carrefour Action Politique, avec notre page Facebook, les vidéos. Là, on fait le webinaire ce soir. Fait qu'effectivement, je pense qu'on est là-dedans. Est-ce qu'on va créer un RAD à PTS? Je ne sais pas. Moi, je suis toujours pour, mais c'est sûr que c'est un petit peu plus ambitieux. Je ne sais pas si j'ai non plus les capacités journalistiques, mais bref, c'est très intéressant comme idée. Je pense que, tu sais, aussi, là, c'est que la mobilisation là, des membres, ça ne peut pas être juste faire sortir les membres, dire, ben, tu sais, ils ne sont pas des âgés, ils ne sont pas mobilisés. C'est vraiment, il y a un travail d'éducation populaire, puis c'est ça qu'on va essayer de faire aussi avec ces webinaires-là, qu'on espère, tu sais, là, c'est le premier, fait je comprends qu'on n'est pas beaucoup, mais, tu sais, si ça devient une habitude, puis que vous en parlez aussi autour de vous, ben c'est ça, c'est qu'on essaie d'attirer les gens sur des sujets pour permettre une compréhension, susciter l'indignation, offrir des espaces de débat. Parce que comme je disais tantôt, je pense que les gens, ils ont des choses à dire, mais ils n'ont comme plus l'espace pour le faire. Puis si on leur donne ces espaces-là, on crée des opportunités pour eux de le faire, peut-être qu'ils vont être plus intéressés par la suite parce qu'ils vont avoir eu l'espace pour parler, pour s'exprimer, de rentrer dans le débat. Puis une fois que tu commences, souvent, là, tu as la piqûre. Hein? Puis c'est un peu comme pour nous, dans le syndicat, on commence tranquillement, puis une fois qu'on a eu la piqûre, je pense qu'on peut facilement, on rentre dans le baril, là, comme Obélix. Donc, c'est bon. Je peux prendre la prochaine question. Oui, c'est Éric. Alors, bonjour, Éric Rousseau, intervenant social dans les Laurentides, depuis quelques années aussi à la PTS. Donc, ce qui m'interpelle beaucoup dans ce que j'entends ce soir, puis tu sais, pour moi, c'est un rafraîchissement, là, c'est toutes des choses qu'on sait déjà tout le monde, mais en même temps, on est tellement dans nos quotidiens qu'on finit par oublier tout ça. Je pense qu'il faut nécessairement continuer d'être un acteur de changement social. Amener un contre-discours de gauche qui existe à peu près plus si les organisations syndicales ne sont pas là, ou l'IRIS ou les Damien Contandrio-Poulos, je ne veux pas débaptiser, mais en tout cas, il me semble que ça ressemble à ça. Donc, il faut vraiment avoir des gens qui vont amener un contre-discours, une analyse qui est faite de façon différente. Le défi, c'est comment rendre cette information-là accessible et sexy pour que la population s'y intéresse. Parce que TVA Nouvelles, je ne sais pas pourquoi, sont bien populaires. Fait on manque un petit peu de tribunes, malgré que la PTS, moi, je l'ai vu évoluer. Je suis depuis 2005. On n'avait aucune place médiatique à l'époque. On voit qu'on prend de plus en plus de place. On nous écoute, on nous interpelle, on nous sollicite. Mais il nous manque encore de vecteurs de communication, je trouve. Puis je n'ai pas de solution là, ici aujourd'hui à transmettre. Mais je pense que c'est des choses sur lesquelles il faut travailler. Donc, effectivement, un autre élément aussi que je pense qui est difficile actuellement, c'est que la population ne se rend pas compte des conséquences des décisions qui se prennent depuis 10-15 ans.
hein, la réforme Barrette pour ne nommer que celle-là. On a beau essayer de le dire, nous, comme organisation syndicale, la population, ben oui, mais ils ne se sentent pas impliqués là-dedans. C'est comment rendre la population imputable de leur non-action. Donc, c'est un petit peu un défi là, qui demeure intéressant. Pour les membres, ben moi, je n'ai jamais vu les membres aussi mobilisés. Bon, on a quand même une équipe hyper active au niveau de la MOB. Je me rends compte que ça passe beaucoup par ça, l'information et la mobilisation. Oui, on a eu un taux de participation de 15 % de nos membres à l'Assemblée générale pour un vote qui est sorti quand même à 96 %. C'est pas tant ça qui m'intéresse, moi, que qui est venu émettre des commentaires sur je commence à être tanné de vivre cette situation-là, puis il est temps que ça change. Ben, c'est les petits silencieux qu'on ne voit jamais. C'est les gens qui sont tranquilles, qui n'osent pas prendre de place dans les équipes. Donc, moi, ce que ça me dit, c'est qu'on a une certaine maturité de nos membres ou peut-être une écœurantite, je ne sais pas, mais je pense que nos membres sont mûrs pour pouvoir participer à ce changement-là d'implication sociale, de syndicale, de tout ce qui vient avec ça. Fait que moi, je pense qu'il y a vraiment des enjeux. Puis je pense que c'est l'opportunité à saisir, que ce soit dans les dossiers qu'on va choisir de privilégier. Laure, tu le disais tantôt, tout ce qui est environnemental, ben, on a déposé une proposition pour qu'il y ait un comité national qui soit créé. Je pense que c'est dans le tableau de le faire rapidement. C'est un sujet qui est sexy, qui intéresse la population. Si nous, comme acteurs de gauche, on ne le fait pas, ben, il n'y a pas personne qui va le faire. C'est une belle tribune pour nous redonner de la crédibilité. Donc, c'est un petit peu ça. Je pense qu'il faut vraiment trouver qu'est-ce qui peut nous permettre d'amener le contre-discours, comment on peut l'apporter. Puis un coup qu'on a réussi à faire ça, ben, c'est de se garder actif, que ce soit par les réseaux sociaux ou autres, mais que la population continue à entendre parler de nous sur ces dossiers de société-là. Donc, sur le volet il faut vraiment aussi tabler pour les prochaines générations. Moi, c'est ce qui ont touché beaucoup les membres, c'est ce qui me touche moi aussi personnellement. Ma fille de 13 ans, mon gars de 11 ans, dans 10, 15 ans, 20 ans, si on ne fait pas ces luttes-là, ici maintenant, bien, il n'y en aura plus de services publics. En tout cas, pas de qualité, c'est sûr. Déjà, la qualité a diminué de façon très grande dans les 15 dernières années. Donc, moi, j'ai le goût de me battre pour que mes enfants puissent avoir accès à ça. Puis, on est dans de la protection d'acquis, mais en même temps, on n'a pas le choix d'être là puis d'essayer d'améliorer un petit peu si on peut. Donc, c'est la bataille que moi, j'ai le goût de livrer. Puis, je vous dirais que tout l'exécutif des Laurentides est sur le même pied de dire, ben, on ne peut pas louper notre chance sur cette négo-là, sur les enjeux qui sont actuellement. On a la plus belle vitrine qu'on a jamais eue pour pouvoir s'exprimer. C'est tout. Merci beaucoup, Éric, de ton intervention. Je suis d'accord avec toi sur pas mal tout ce que tu as dit. Quand tu parlais des vecteurs de communication, je pense que justement, là, quand je disais, on essaie de se rajeunir, de faire d'aller rejoindre les gens de différentes façons avec les webinaires, les Facebook, les vidéos. Bien, justement, je pense qu'il faut recourir à une multitude de tactiques, une multitude d'actions pour aller rejoindre différentes personnes, puis que ces gens-là puissent utiliser ceux-là qui se sentent le plus à l'aise, puis d'aller rejoindre des gens différents, puis qui vont peut-être apprendre à nous connaître pas de la même façon que son voisin, mais qu'on va arriver au même objectif. Donc, c'est un peu ça que aussi on essaye de faire. Je ne sais pas, Philippe, si, tu sais, moi, j'ai répondu à plein de trucs, j'ai rebondi sur des affaires, mais si tu veux aussi répondre, là, vas-y. Je veux surtout pas t'empêcher de parler. C'est bon, je n'aurai pas d'avis disciplinaire qui arrivera par la poste si je parle. D'accord, merci, Madame la 4e vice-présidente. Je vais passer la parole à Richard. Oui, bonsoir, Richard Brault, du CIS de la Gaspésie. Je suis présent au niveau syndical depuis plus de 30 ans. Je suis très intéressé par la question que le syndicat, ce n'est pas juste des relations de travail. Le syndicat, c'est aussi une implication politique. Puis ce qui fait peur au début, quand vous avez fait les parutions, les gens me questionnaient,
donc, le syndicat, il veut-tu s'affilier avec la CAQ? C'est quoi politique? Fait que ça me fait comme, oh mon Dieu. J'ai l'impression que beaucoup de nos membres comprennent politique équivaut à parti politique, puis j'étais là, non, c'est au-delà de ça. Puis j'ai l'impression que c'est pas assez entendu, les débats, que ce soit là, les exemples que tu as donnés, l'art environnemental, la place des jeunes, la diversité sexuelle, etc., la place des femmes. J'ai l'impression que c'est pas assez entendu. Puis j'ai l'impression d'avoir raison. Tu sais, on est quoi? On a 14 caméras d'ouvert ce soir. C'est pas assez. C'est vraiment pas assez. Ça, on dirait que ça vient me chercher, que ce débat-là n'est pas assez entendu, assez couvert, assez... Même à la PTS, j'ai l'impression qu'on est trop relations de travail, pas assez dans ce débat-là social. Je pense à un de mes membres qui est anglophone, qui me relance beaucoup sur ces débats-là, des débats culturels, autochtones, parce qu'ici, on a une diversité qui est plus autochtone que d'autres diversités culturelles anglophones. Puis j'ai l'impression que c'est comme si j'avais peu de réponses à y donner, des débats de notre organisation au niveau social qu'on gère, qu'on mène, qu'on est impliqué. C'est comme si les membres n'étaient pas avisés ou au fait de ça. Je ne sais pas quel moyen qu'on pourrait prendre, parce que je sais qu'on a des implications, mais c'est comme si ce n'était pas assez publicisé. En tout cas, mais je suis d'accord avec ce qu'Isabelle et Éric ont amené. Je trouve ça intéressant ce que vous amenez. Merci. Merci, Richard. Il me semble que j'ai entendu ça moi aussi récemment, où j'avais vu ça dans un commentaire à un moment donné, qu'on parlait justement de l'implication politique des syndicats, puis que les gens y avaient tout de suite associé ça aux partis politiques. Puis c'est vrai que c'est comme une association qui se fait des fois, puis c'est comme... Mais c'est tellement plus que ça, une implication politique, c'est pas seulement un parti politique, tu sais, c'est les enjeux de société, comme tu dis. Mais c'est vrai qu'on entend on entend cet amalgame-là. Comment faire sortir de ça, tu sais? Je reviens un peu, puis tu sais, j'ai comme l'impression que c'est la base de mon message ce soir, c'est revenir à une démocratie participative où on réinvestit le terrain, on donne l'espace aux membres de participer au débat, parce que c'est comme si, en ayant perdu cet espace-là, cette parole-là, c'est comme s'ils n'étaient plus intéressés par ça, mais en fait, est-ce qu'on a créé cette place-là, est-ce qu'on leur a donné cet espace-là, puis une fois qu'ils l'auront prise, bien, je pense que là, on va en avoir des gens qui vont vouloir participer puis qui vont être intéressés, mais là, c'est comme si il y a comme un vide là, à pallier là, au niveau politique, puis si on réussit, puis ça, c'est le grand défi qui ne se fera pas une journée, à créer ces espaces-là, autant au niveau local là, que national, puis c'est vraiment un travail de longue haleine, mais d'avoir vraiment, c'est ça, de créer des espaces de débat pour que les gens s'habituent aussi à reprendre cette parole-là. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on va être capable de faire, mais c'est pas, ça ne se fera pas du jour au lendemain, ça c'est certain. Je ne sais pas s'il y en a qui veut rebondir là-dessus, Philippe ou oui, Maxime. il y a juste, puisque je peux, tu m'as donné gracieusement la liberté de parler, je vais le dire un peu. Une chose que je veux rappeler, tantôt, Laure, elle a pris un exemple de la grève étudiante de 2012. C'est vrai, cet exemple, évidemment, c'est un autre contexte, un autre cadre juridique. C'est pas des gens, c'était pas le gagne-pain des gens. Là. Étudier, c'est pas encore comme ça qu'on gagne sa vie. Fait que c'est pas le même contexte. Mais il y a une chose qui est importante à rappeler tout le temps, c'est que la grève étudiante de 2012 a été disons, le parachèvement d'à peu près une douzaine d'années de travail. À partir de la création de ce qui était, ce qui a été dissous maintenant, mais ce qui était l'AC, l'Association pour une solidarité syndicale étudiante, autour de l'an 2000,
une première grève massive en 2015, des échecs assez décevants en termes de grève étudiante en 2008, en 2007. Donc, c'est à la fois un long travail de construction, justement, cette culture organisationnelle de débat, de participation, de mobilisation, c'est pas tombé du Saint-Ciel. Ça a pris 12 ans, puis ça a pris des échecs aussi. Moi, je me rappelle, on a mené des grèves en 2007, en 2008 à l'UQAM, on s'est cassé la gueule lamentablement. Là, mais ça fait aussi partie de l'apprentissage dans le processus. Fait que c'est sûr que ce qu'on essaie de faire, en tout cas, si je comprends bien, la visée qu'on essaie de faire, c'est faire entrer un peu d'oxygène dans l'organisation pour se vivifier, pour se mobiliser, pour se... évidemment, ça ne se fera pas du jour au lendemain. C'est un travail soutenu de longue haleine. Puis, ben, ce qu'on fait là, ce soir, c'est essayer de commencer à... Je vends un punch de mon collègue Maxime qui est là. On a comme projet de vouloir mettre en place un réseau local de délégués sociopolitiques précisément pour ça, pour pouvoir faire de l'action locale, pour pouvoir... Mais bon, là, vous comprenez, là, c'est la vitesse de construction là, qui prend un peu de temps. Là. On n'est pas... une petite machine là, quand même. Là. Fait, bref, mais cette envie-là est intéressante, mais c'est vrai que c'est... moi, j'insisterais sur une chose, c'est on n'a pas trop le choix, puis ça, c'est frustrant, d'inscrire ça dans la durée. T'sais. Parce qu'effectivement, si on veut des résultats de demain matin, j'entendais Éric parler de la négo. Oui, il y a des choses à faire pour la négo maintenant, mais il y a aussi des choses à construire pour la prochaine. T'sais. Puis ça, il ne faut pas l'oublier dans le travail. J'irai par les premiers tours de parole, tant qu'à faire. Donc, Nadia et ensuite Isabelle. Je voulais juste rajouter, Philippe, pour faire du pouce, ce que tu dis. Je trouve ça très intéressant quand tu parles d'un réseau local de délégués sociopolitiques. Je trouve ça très, très intéressant qu'il y ait quelqu'un dans chaque exécutif, pas chaque exécutif, chaque région, chaque CIS, qui s'occupe, qui a comme mandat la politique. Je trouve que l'idée est très, très intéressante. Oui, bien, bonjour tout le monde. Moi, je suis conseillère aux relations de travail depuis très peu longtemps à la PTS, depuis le mois de janvier. Mais j'ai été 15 ans au SFPQ en action politique. Fait que j'ai l'impression que la question de ce soir, ça me permet de faire quasiment un bilan d'une partie de carrière. Je vous ferai part de la réflexion suivante. Je trouve que quand on parle d'action politique dans les syndicats, on est un peu tiraillé entre une espèce d'identité un peu comme un parti politique où on parle de l'environnement, on parle des femmes, on parle de l'économie, on parle d'une espèce de plateforme généraliste. Puis, je me demande s'il n'y a pas une espèce de désintérêt des membres pour ce type de positionnement politique-là de la part de leurs syndicats, justement parce que ils ont acheté cette idée qu'on est un peu une compagnie d'assurance. Fait qu'ils ne nous trouvent pas légitimes d'aller sur ce terrain-là. Or, si on réussit à prendre chacun des enjeux de société, je vais appeler ça comme ça, et à les rapatrier dans la cour de nos champs d'expertise comme psychologue, de les rapporter avec des propositions très précises, très chirurgicales pour répondre à ce qui est dans l'espace public, bien là, nos membres nous suivent. Fait que si je reprends l'exemple de Mme Manta tout à l'heure, une espèce de méga politique qui va remettre l'usager au centre de son parcours, là, j'imagine que c'est un genre de truc comme ça qu'on a présenté. Ben, tu sais, faut réussir à opposer un discours qui dit, oui, mais comment l'usager va se retrouver dans les dédales d'un organigramme qui tient sur 18 pages au 6 de l'Estrie, par exemple. Et il faut apprendre à marteler nos messages. Je pense que des fois, dans le mouvement syndical, on a un petit peu de difficulté avec ça. On est des super bons sprinteurs. On fait du super patin artistique, mais on n'est pas des marathoniens. Fait qu'on martèle pas nos messages. On les dit une fois, on fait un communiqué de presse, on donne une entrevue, puis oups, là, on passe à la nouveauté de la semaine d'après. Mais il faut apprendre à avoir, je pense, ce réflexe de marteler dans la durée, comme Philippe disait. Puis si on veut réussir ça, ben, il faut y mettre des énergies, puis il ne faut pas en avoir 18 causes puis messages. Il faut être spécialisé nécessairement. Puis je dis souvent à mon corps défendant qu'il faut utiliser les mêmes outils que nos adversaires. Donc, c'est quoi notre branding? C'est quoi notre plan de positionnement? C'est sur quel terrain qu'on veut être un acteur
politique, puis être celui que RDI appelle quand il se passe de quoi dans ce champ d'activité-là, versus être peut-être un supporter de la cause environnementale, parce qu'on ne sera jamais le porte-parole de la cause environnementale dans le mouvement syndical. Fait que c'est des choix éditoriaux qu'il faut apprendre à faire. Puis je terminerai avec un vœu pieux, peut-être. C'est-à-dire que le monde syndical, on est très, très structuré, organisé, on existe depuis longtemps. Nos espaces délibératifs sont hyper normés. Puis si tu veux tenter d'amener quelque chose d'un peu créatif ou un peu libre, bien, il n'y a comme pas d'espace pour ça. Et ces espaces-là, je pense qu'il faut les créer. Tu sais, Laura disait comment amener les jeunes. Bien, les jeunes, là, une assemblée où on adopte l'ordre du jour, on parle 1 heure et demie de temps de la modification de l'ordre du jour, puis tout est déjà canné. Puis s'il reste du temps à Varia, on pourrait peut-être parler d'un projet super innovateur de je sais pas quoi, là. Mais, fait que je pense qu'il faut en créer puis d'en protéger des espaces où il y aurait de la liberté de débattre de tabous. Tu sais. Je pense qu'il faut permettre à nos gens de débattre de choses comme pourquoi l'ancienneté, c'est encore une valeur importante dans le mouvement syndical. Tu sais. Est-ce qu'on doit la remettre en cause et si oui, comment? Tu sais. Mais que ce soit pas que les gens qui participent à ces débats-là soient vus comme des anti-syndicalistes ou, tu sais, il faut laisser, je pense, de la place. Puis de ces débats, peut-être où là peut naître des idées innovatrices qui pourront ensuite être développées. Fait que, mais c'est des espaces qui sont difficiles à créer, je trouve, dans le mouvement syndical. Parce que la machine va vite, parce qu'il y a toutes sortes d'autres prérogatives, mais c'est de là que les propositions les plus intéressantes peuvent peut-être sortir, puis avoir le prochain grand combat syndical du genre l'équité salariale, ben peut-être qu'il viendra d'un débat dans un espace comme celui-là. Fait que voilà. Fait que je vous ai partagé ma réflexion. J'ai fait. Bien, merci pour tes nombreuses suggestions. Je pense qu'il y en avait quand même une couple qui est un peu en phase avec ce qu'on essaye de monter, mais je pense que tu as quand même aussi une bonne expérience. C'était très intéressant de t'écouter. Moi, le seul commentaire que je ferais par rapport à ce que tu as dit, moi, ce que je voyais, c'est que dans les lectures aussi que je faisais, c'est que les syndicats, on est dans des secteurs, on a chacun, on représente une partie seulement des salariés, donc nous, on est en santé et services sociaux, mais ça reste que même si on est dans des secteurs spécifiques, on a quand même une vocation universelle où on propose des projets de société, puis c'est là qu'on va chercher la population, puis que quand on revenait à nos enjeux trop spécifiques, trop précis, c'est là qu'on perdait un peu l'oreille puis l'attention de la population. Fait que c'est comme un peu dur de voir comment on peut faire c'est ça, le mix là, entre pas être trop sectoriel puis qu'on perd la population, mais en même temps, tu sais, avec les enjeux de nos membres, mais en même temps, être capable d'être universel, de rejoindre tout le monde. Fait que, tu sais, il y a comme un jeu à faire là, mais en tout cas, je voulais quand même merci de ta réflexion. C'était très intéressant et j'ai pris des notes. Et ça me permet de faire le commentaire suivant, un peu en lien avec ce que Nadia vient de dire. Et là, je vous lance comme ça, puis ça sera le sujet peut-être d'un autre webinaire une fois. À bien des égards, les syndicats ont remplacé l'Église catholique au Québec. Et cette rigidité-là interne découle un peu de ça. Fin de la parenthèse. Ce sera l'objet d'un webinaire l'année prochaine, la théologie syndicale dans le contexte de la Révolution tranquille. Donc, ben là, Maxime et ensuite Isabelle, vu que Maxime serait son premier tour de parole. Cool, super. Ben, je voulais rebondir sur plein d'affaires qui ont été dites. Fait que, Maxime Baudouin, je suis conseiller aux sociopolitiques en ce moment. Puis, franchement, super heureux des discussions qu'il y a ici. Puis, je pense qu'on touche plein de points importants. Puis, en fait, Nadia, il y a un élément que tu as dit, c'était exactement ça que je m'en allais dire, sur la répétition du message. Tu sais, je suis aucunement un gars de com, puis tout ça, mais mes diverses expériences, il y a deux choses pertinente pour faire passer un message, la répétition puis la proximité. On le sait, là, appeler quelqu'un ou recevoir un courriel versus voir quelqu'un face à face, le message va passer quand il est face à face puis quand il est de quelqu'un qu'on connaît.
J'ai beau, en tant que responsable sociopolitique, envoyer un courriel à tous vos exécutifs là, ou à tous vos membres, là, le pourcentage de gens qui vont l'ouvrir, là, et que ça va être minime. Puis qui vont le lire, puis qui vont le comprendre, puis qui vont prendre action. Tandis qu'en mettant une proximité, déjà que vous leur en parliez ou que leurs collègues de travail leur en parlent, c'est là qu'on va réussir à faire de quoi. Puis, comme Nadia disait, le redire. Il y a des choses, je pense que c'est Phil qui disait « Ah, ben, on l'a peut-être vu passer ou je l'ai peut-être manqué. » Ben, c'est ça. Souvent, on fait une chose, on fait une sortie, puis on se dit « On a fait notre sortie, c'est fait, mais ça a passé dans une fraction de gens qui l'ont vu. » Fait que, tu sais, au-delà de comment on le fait, de répéter, c'est lourd, puis on devient épuisé là, quand c'est nous qui portons le message, là, tout le monde, mais c'est super important. Puis sur l'enjeu de dire, je pense que ce que Isabelle amenait, puis Nadia en a parlé aussi, pour moi, il y a vraiment deux piliers de l'action politique, on va le dire là, au sens large. Il y a la continuation des relations de travail. Puis je pense que c'est ça, tu sais. Il y a des enjeux qui commencent autour d'une table de CRT avec l'employeur, puis qu'on se rend compte qu'on n'a pas d'outils pour le gérer là, puis que ça touche plus la population, puis bien, traditionnellement, on va voir le RN, puis on amène ça sur la place publique. Bien, ça, c'est je dirais, peut-être l'action politique que la PTS, la structure APTS a une certaine habitude de faire, mais qu'on peut encore perfectionner. Amener nos enjeux locaux au niveau politique, ça se fait. Puis pour ça, il nous faut des alliés. Qu'on parle de contacts médiatiques ou de contacts dans des organismes communautaires ou tout ça, on est en train de travailler. On travaille beaucoup là-dessus. Puis l'autre, c'est dans le fond d'aller du particulier au général. Puis de l'autre côté, c'est d'aller du général au particulier. Quand on fait des actions politiques, puis encore là, je pense que Nadia le disait bien, là, on ne peut pas être tout pour tous, là, on ne peut pas être partout, fait qu'on le fait avec des organismes. Mais là, on part du général au particulier. Fait que c'est dans ces deux liens-là. Puis je m'étais juste pris une note. Oui, c'est ça. Moi, une chose que j'aimerais entendre, Philippe Pilard, là, c'est pas une question plantée, là, ils ne savent pas, mais on est un syndicat du secteur public. T'sais, quand on fait de la politique, quand on travaille avec le gouvernement, avec le parti politique au pouvoir, ben, c'est notre employeur et c'est le gouvernement. Fait que c'est quoi la différence que ça amène versus un syndicat privé de comment est-ce qu'on peut agir? Puis est-ce que ça nous donne plus de problèmes ou plus d'opportunités d'agir politiquement? Grosse question, là. Mais en fait, moi, ce que je trouve, là, c'est que quand on est en négociation, on va tout le temps être une dépense, vu qu'on est justement dans un secteur public, puis tout ce qu'on demande pour le gouvernement, ça va être une dépense. Fait que, tu sais, moi, je trouve que ça complexifie, mais mais en même temps, je sais pas, je réfléchis en même temps que j'essaie de parler. Je sais pas si il y a des gens qui voudraient aussi réagir par rapport à cette question-là, là. C'est une bonne question. On dirait que j'ai besoin de plus de réflexion. Oui, Maxime, là, c'est une question. On s'en parlait à notre réunion d'équipe demain, là, ne plus faire des questions pièges devant tout le monde, ça serait apprécié. Mais parce qu'on veut de l'oxygène, mais pas à ce point-là quand même. C'est sûr que l'État employeur pose un certain nombre de problèmes. Quand ton employeur peut fixer le cadre légal et réglementaire qui décide de si tu peux ou pas faire la grève, si tu peux ou pas négocier, ben, comment dire, je connais beaucoup de boss du secteur privé qui aimeraient ça avoir ces pouvoirs-là, admettons. Mais, ceci dit, moi, à chaud, là, une réflexion que j'aurais, c'est que nos conditions de travail, le lien politique est plus facile à faire avec nos conditions de travail que quelqu'un qui travaille dans une épicerie, admettons. Mais le problème, c'est qu'il a été capté à droite, ce lien-là. Il a été capté par « on est une dépense, ça nous coûte trop cher », etc. C'est des gros durs qui ont la sécurité d'emploi, puis blablabla. Mais le lien politique, il est clair. Là. C'est juste que, reprendre un peu ce que Laure disait, on n'a pas l'initiative dans la définition de ce lien-là. C'est essentiellement nos adversaires politiques et sociaux qui l'ont défini au fil des 30-40 dernières années.
Donc, après ça, c'est comment nous, on réussit à le redéfinir. Comment, c'est reprendre un peu ce que Laura disait, comment on redevient proactif dans ce cadre-là. Proactif, offensif, là, appelez ça comme vous voulez. Là. Mais tu sais, il y a un travail de définition à faire au sens ici qu'effectivement, on a, là je le dis du haut de mes 38 ans, là, mais qu'on a échappé là, au fil des années. Ben là, malheureusement pour Isabelle, il y a un autre premier tour de parole qui s'est inscrit. Donc, Nathalie. Alors, je voudrais réagir à la dépense. Alors, est-ce qu'on pourrait être une dépense utile? Et la pandémie, je crois, en est un exemple important. Et imaginons que le système public, dans le cadre de la pandémie qu'on a vécue et qu'on continue de vivre, serait moins développé, moins performant, moins de services. Qu'est-ce que la population recevrait comme... Parce que toutes les mesures sanitaires sont prises en fonction de la capacité d'hospitalisation. Si, au fil du temps, cette capacité-là diminue, on peut soigner moins de monde. Alors, je pense que l'exemple de ce qu'on vit, qui est malheureux, mais peut être un moyen de montrer à la population comment le système de santé publique est important pour notre population et que, au lieu d'être vu comme une dépense contraignante, mais plutôt la voir comme une dépense utile, une dépense qui permet d'avoir une meilleure qualité de vie, une meilleure qualité de soins. Et souvent, quand on veut faire venir des compagnies de l'extérieur, on va leur parler de notre filet social, on va le vendre. Alors, pourquoi on le vend à ceux qu'on veut attirer et que quand on arrive, que le gouvernement arrive de notre côté, il le dénigre? Il y a comme deux poids, deux mesures. Ça, c'est pour la question de la dépense. Je rebondirais aussi sur le rôle du syndicat, pour moi, est un rôle de contrepoids aussi. Allons dans la négative. Il n'y en a plus de syndicats. Qu'est-ce qui arrive? Ce contrepoids-là n'existant plus. C'est le néolibéralisme pur et dur. Et ça serait comparable à la Russie. Ça serait comparable à quel autre système où ce que tu n'as plus de moyens d'exprimer, de faire un contrepoids qui peut être bon pour la population. Parce que c'est souvent quand on l'a perdu qu'on se rend compte qu'on possédait un trésor. Mais une fois qu'on l'a perdu, c'est très difficile à reconstruire. Voilà, c'est un petit peu les éléments que je voulais amener. Bien, merci Nathalie. Je pense que si on regarde juste l'exemple à côté de nous des États-Unis qui ont quand même eu une forte désyndicalisation, il y a eu une forte augmentation des inégalités, puis justement avec la redistribution de la richesse qui ne se fait comme pas. Là. Donc, je pense que ça, c'est déjà un exemple. Sinon, si je peux revenir là, par rapport à est-ce qu'on peut être une dépense utile, moi, je suis tout à fait en accord avec toi, puis on le sait que investir en prévention, c'est économiser après ça, $1 rapporte 3-4 $. Mais moi, ce que je voulais dire tantôt quand je répondais à Maxime puis que je disais on est vu comme une dépense, c'est que le gouvernement, il est capable, parce que justement, c'est le gouvernement, bien, il peut montrer à la population, regardez tout ce qu'ils me demandent, tout ce que ces gens-là me demandent du réseau public, ça va être ponctionné dans mon budget global. Et donc, toi, là, vous, tel groupe, vous les pharmaceutiques ou vous les médecins ou vous les entreprises, vous aurez moins d'argent parce que j'ai donné plus d'argent au réseau. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est comme plus complexe parce qu'il va toujours pouvoir, il y a une tribune d'ailleurs que d'autres employeurs n'ont pas, mais qui va pouvoir nous mettre en opposition avec d'autres groupes puis pouvoir dire, vu que j'en ai donné plus à eux, j'en ai moins pour vous. Puis, il peut jouer là-dessus. Là. C'est ça que je voulais dire.
Et là, je vois Isabelle, enfin, qui peut faire son deuxième tour de parole. Nathalie a relevé la main et je vous dirai ensuite, peut-être qu'on pourrait clore la discussion pour qu'on puisse chacun aller vaquer à ce qui reste de soleil et de drink. Je vais essayer de trouver toutes les idées que je voulais vous partager parce que là, il y a plein de gens qui ont partagé parce que, dans le fond, quand j'ai levé ma main en deuxième tour, c'était surtout pour réagir par quels moyens on doit aller chercher nos gens. Parce que je pense que d'abord et avant tout, c'est nos gens qu'on doit aller chercher. Et après, d'aller plus largement tout ça, puis de développer des trucs comme ce soir, on est en webinaire, tout ça. Le défi que je pense qu'on a comme syndicat, c'est qui est lié à l'ère que nous sommes des médias sociaux et de toute la diversité d'accès à toutes sortes de choses que nous avons. Je pense qu'on devra trouver le moyen de concentrer genre notre énergie ou de trouver le moyen qui sera le plus efficace pour aller chercher nos gens, je pense à nous. J'ai à réagir aussi par rapport à ce que Laure disait que le gouvernement peut souvent va mettre la cause dans la cour du syndicat. C'est à cause du syndicat, c'est à cause du syndicat. Moi, je suis plutôt impliquée depuis plusieurs années dans un petit lab, en fait, et je l'entends. J'entends dans le fond, la difficulté de pénurie de personnel qu'on a par les temps qui courent, c'est par nous. C'est à cause de nous. C'est à cause qu'on est sorti dans les médias. C'est à cause qu'on a fait une mauvaise presse à cette réorganisation-là. C'est ça qu'il faut qu'on réussisse à défaire puis à essayer de vulgariser. Je pense que d'avoir... tantôt aussi, écoutez, je vous dis, j'ai plein de trucs qui ont été dits. J'ai ressenti une certaine excitation au niveau des délégués sociopolitiques par région parce que je vous dirais que moi-même, je me suis dit, je fais le lien avec les amis parce que je trouve que le rôle des amis peut être assez intimement lié à ce que pourrait être un délégué sociopolitique. On est dans l'information, on est dans l'éducation, on est dans le partage de programmes, de réalités. L'ami, le délégué sociopolitique, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça au niveau régional. Là, vous avez nommé des délégués sociopolitiques régionaux. Moi, dans ma petite tête, c'était des amis, mais je pense que ça peut se rejoindre à un certain... Puis, dans toute cette mobilisation-là qu'on vit présentement en lien avec les négociations, en lien avec les AGS, nous, en Estrie, on est dans une tournée en présentiel, sur le terrain. Il n'y a rien comme, genre, le face-à-face. Il n'y a rien comme ça qui fait mieux le travail. Puis, tu sais, je pense que c'est là-dedans qu'il faut essayer de se développer. Puis malgré la difficulté, parce que dans le fond, nous, on s'est fait fusionner, on est rendu des méga-structures, on est des syndicats qui doivent s'accoler à ces méga-structures-là, et on a tendance parfois à abdiquer à cette gestion-là de méga-structures, puis de voir notre gestion locale, syndicale, de la même façon, puis pas parce qu'on veut, mais parce que par facilité, par moyen, par difficulté du grand territoire, tout ça. Mais je pense qu'il faut qu'on se donne les moyens, nous, comme syndicats, d'être là en présence, d'être là face à face, du main à main, du discours. Puis ça, il n'y a rien de plus gagnant présentement. Puis présentement, peut-être à cause d'un moment pandémique qui fait qu'un être humain qui vient nous parler, ça nous rend heureux. Mais je pense que dans le futur aussi, je pense que c'est quelque chose qui est utile puis que je pense qu'on doit essayer de développer. Puis c'est pour ça que j'ai eu une émotion positive avec le délégué sociopolitique régional parce que je pense que c'est quelque chose qui va être gagnant pour nous. Voilà. Super, contente d'entendre ton enthousiasme, Isabelle. On va vous revenir très bientôt là-dessus, sur ce projet-là.
Et là, Nathalie, ensuite peut-être un petit mot de la fin. Moi, j'ai 2-3 petites annonces à faire et ensuite un petit mot de la fin de la part de Laure. Très rapidement, pour ne pas prolonger, quand tu parlais là, que le gouvernement dit ben, si on vous en donne à vous, on va en priver d'autres, moi, ça ne me dérange pas qu'il me donne ce qu'il a donné aux médecins. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Moi, la remorque, dans ce sens-là, je n'ai pas de problème. Parce que ce que je trouve, moi, ce que je demande, là, c'est une question que ce soit équitable, que ce soit juste. Ceux qui sont en haut de la pyramide ont reçu 37 %. Ceux qui sont en bas, puis je comprends, puis qui en ont besoin, on veut leur en donner. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas équilibrer tout ça pour que le milieu là, puisse aussi aller dans le même sens, progresser aussi? C'est juste une question d'équilibre de justice. Et aujourd'hui, on faisait une mob en imagerie avec les chandails invisibles pour le gouvernement, mais indispensables en pandémie. Et on a rencontré plusieurs membres et je leur disais tout simplement, tu sais, des fois, vos patients, ils vous remercient, ils apprécient ce que vous faites pour eux. Quand vous portez le chandail, peut-être ça peut leur poser question. Prenez le temps de leur dire pourquoi vous portez ça. Alors, parce que c'est important d'avoir les gens, la population, soit aussi éduqués puis comprennent que aussi on travaille pour eux en voulant améliorer nos conditions. Alors voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Parfait. Je vois que Joëlle a levé la main. Elle se faufile à la fin comme une sprinteuse qu'elle est. Me permettez-vous un petit 2 minutes, juste parce que je vous écoute, j'ai vraiment beaucoup apprécié la conversation ce soir. Joëlle Cuilleri, en passage, je suis coordonnatrice à la formation et l'éducation syndicale à la PPS. Moi, ça vient vraiment me chercher là, qu'on ait un genre de forum comme ça là, pour discuter de toutes ces questions-là. J'ai fait ma maîtrise, moi, en relations industrielles il y a 10 ans maintenant. J'ai fait le syndicaliste de mouvement social. Donc, ça vient vraiment me chercher. J'avais travaillé sur les campagnes de Walmart dans le temps. Donc, moi, j'orienterais ma réflexion sur le... Tu as parlé beaucoup, Laure, là, de devenir des acteurs de changement social. Puis, je me demande quelle place il faut accorder dans cette quête-là à bâtir une relève pour le mouvement syndical. Moi, mon père était président de son syndicat local quand j'étais jeune. Il a fait ça pendant peut-être 20 ans. Ma mère, même chose, est devenue conseillère syndicale après. Tu as mentionné Obélix tantôt. Moi, je suis vraiment tombée dans la posture quand j'étais petite. Là, on parlait juste de ça à la table au souper. Mais puis, je suis capable d'avoir des discussions super intéressantes sur le mouvement syndical avec mes beaux-parents, avec mes oncles, mes tantes qui ont vu l'importance du mouvement syndical, les luttes qui ont été menées. Mais j'ai de la difficulté à avoir ces conversations-là avec mes petits cousins, mes petites cousines qui sont plus comme dans la vingtaine, dans la trentaine. Donc, je ne sais pas si vous êtes, je sais pas, j'aimerais ça je sais pas, je lance un peu la question dans les airs, mais quelle place les jeunes, bâtir la relève, c'est quoi l'importance de cette question-là quand on parle de vouloir devenir des agents de changement social? 2 minutes. Ben, tu sais, quand je parlais d'essayer de les attirer avec des sujets précis, là, moi, je lisais dans les dernières élections que les jeunes étaient moins fidèles à des partis, comme, mettons, nos parents qui peuvent être à la vie, à la mort, un parti, là, c'est tatoué sur le cœur. Les jeunes sont moins dans ce modèle-là, mais vont être fidèles à des idées, à une idéologie. Fait que je pense que c'est un peu dans la même chose. Tu sais, si tu parles, puis je m'inclus là-dedans, là, si je parle à mes amis, puis que je me rends compte qu'il y a un sujet qui les intéresse particulièrement, par exemple l'environnement pour ne pas le nommer, ben de dire, hey, savais-tu, le syndicat, on fait telle action ou on a un comité ou tout ça, puis que comme, OK, ils font ça aussi, les syndicats, c'est pas juste des relations de travail. Tu sais, j'ai comme l'impression que c'est peut-être une façon de leur montrer cette facette-là, puis aussi de peut-être les intéresser à s'impliquer parce qu'ils cherchent des endroits où s'impliquer, mais il y en a tellement.
Puis je pense que c'est ça, les syndicats, c'est quand même une porte d'entrée de mobilisation, d'implication citoyenne et solidaire. Je ne sais pas si, Philippe, tu avais d'autres choses? Je peux toujours avoir d'autres choses, là, mais non, mais en fait, juste moi, un commentaire, je ferais, c'est vrai qu'on peut pas prendre les gens pour acquis. L'adhésion, ça, je pense que Joël, tu l'as bien cerné, l'adhésion à un parti politique ou à une famille syndicale qui, à une certaine époque, c'est une adhésion pour la vie. Ça relevait un peu au caractère religieux que je faisais des blagues tantôt. C'est moins le cas présentement. Ça, c'est vrai, c'est palpable, puis on le voit. C'est pas juste dans le syndicalisme. N'importe qui ici qui fait de l'action politique partisane voit bien que les gens sont volages en tabarnouche. Puis ils passent d'un parti à l'autre sans problème, avec aucune cohérence. C'est très compliqué, disons, consolider un électorat. Fin de la parenthèse électorale, mais fait que ce problème-là n'est pas propre au syndicalisme, mais c'est vrai que ça ne simplifie pas les choses. Parce que moi, ça me mène à penser que l'adhésion, c'est quelque chose à toujours reconstruire. C'est pas genre, il y a comme des drôles de bébites comme nous autres qui tombent là-dedans une fois pour toutes, puis que c'est fait, là. Mais on n'est pas représentatif. Ça, je pense que c'est important toujours de le rappeler, là. Nous ne sommes pas des personnes représentatives de ce qui est un Québécois, une Québécoise moyen, là. Pour les annonces, regardez, je vais laisser Laure faire le mot de la fin, évidemment, mais vous rappelez que ce projet-là, le Carrefour d'action politique, vise à faire un peu ce qu'on dit, hein, mettre de l'oxygène, parler, se réseauter, se rencontrer, tout le monde ensemble, pour cogiter puis réfléchir et éventuellement passer à l'action en termes d'acteurs sociaux et politiques. On a le 5 et le 6 mai prochain, si vous n'êtes pas inscrit, si ce n'est pas votre agenda, un carrefour, ce qu'on appelle le Carrefour des idées, qui est la 2e édition. C'est un peu finalement notre université syndicale. On a des conférences sur l'état du réseau, des conférences sur quelle lutte on peut mener pour améliorer le réseau dans l'avenir. Donc, 2 demi-journées, le 5 mai en après-midi, le 6 mai en matinée, avec un 5 à 7 sur l'idée du réseau local, justement, à quoi ça pourrait ressembler, à quoi ça pourrait servir. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, je vous invite à le faire. Et pour que vous le mettiez tout de suite à vos agendas, on a, avant la pause de l'été prochain, 2 webinaires déjà à l'horaire. Le prochain serait le 12 mai à 18h30. Ça va être une chercheure de l'IRIS qui va nous parler, de Evelyne Couturier, qui va nous parler de relance économique, mais de relance économique d'un point de vue écoféministe. Hein, avec Mme Couturier, avec une de ses collègues, Mme Julia Poscon, on réalise une étude sur comment la relance économique est un peu 2 poids, 2 mesures, hein, avantage souvent les domaines plus masculins que les domaines d'emploi plus masculins que féminins. Donc, ils vont partir le résultat de recherche pour nous dire qu'est-ce que ça pourrait être une relance plus féministe, plus juste. Et on leur a donné carte blanche, là, donc je ne peux pas vous vendre leur punch, je ne les connais pas, ils vont nous surprendre à ce moment-là. Et donc, ça, c'est pour... et l'autre webinaire, le 10 juin, encore à 18h30, là, ça va être un exercice, je pense, très intéressant. Un exercice, on va réfléchir en partant des idées qui vont émaner justement du fameux carrefour des idées de campagne, des idées de politique qu'on promet de l'avant. Et on va essayer de cogiter ensemble un exercice dont on appelle de politique appliquée. Dans ces idées-là, lesquelles ont un bon potentiel d'adhésion populaire, lesquelles en ont un moins bon. On va essayer de confronter ça avec certaines données de sondage pour voir est-ce que l'opinion publique serait prête à nous suivre sur tel thème ou tel autre. Donc, on va être un bon moment d'échange vraiment pour cogiter un peu sur la suite, où est-ce qu'on veut aller. Et oui, je me suis trompé d'indication. Merci, Joël. Le Carrefour des idées est bien le 5 en PM et le 6 en AM et non pas en après-midi. C'est moi qui m'étais trompée sur la discussion. Merveilleux. Alors, voilà. C'était pour les annonces et là, je laisserai Laure pour le mot de la fin. Oui, bien, juste avant le mot de la fin, j'ai repensé à un autre élément par rapport aux jeunes parce que c'est quand même, je pense, qu'un élément qui est important dans notre dynamisme syndical. C'est encore quelque chose que j'ai lu, donc je me sens ce soir comme un perroquet de mes lectures. Je suis bien désolée, mais je pense que c'est pertinent. En fait, c'est que les jeunes, puis tu sais, on le voit, ils sont quand même mobilisés. Là, il y a eu la grève étudiante qui leur a amené aussi, je pense, une certaine culture de mobilisation. Mais bref, ils veulent se mobiliser, mais ils remettent en cause pas les valeurs du syndicat, mais plutôt les moyens traditionnels. Tu sais, quand j'expliquais tantôt, là, mettons les âgés, pour eux, c'est pas un peu technique. Donc, les jeunes, ils sont intéressés, mais
ils vont vouloir plus aborder des enjeux très locaux sur des problématiques concrètes dans leur vécu dans le quotidien. Donc, c'est pour ça qu'avec eux, de ce que je lisais, toujours je rapporte, c'était de privilégier des actions à court terme, des gestes concrets, des actions rapides, ils sont capables de voir l'impact rapidement. Puis pour les membres qui sont plus sensibilisés, les jeunes qui sont plus sensibilisés, ils sont ouverts aussi à endosser des enjeux de société, mais il faut qu'ils soient capables de bien comprendre le lien entre la lutte, puis leur réalité, puis le bien fondé des luttes. Mais ça revient à ce qu'on disait tantôt, qu'on a un rôle comme syndicat de vulgariser et de faire comprendre l'impact de nos actions. Fait que je voulais juste rajouter ce petit bout-là que je trouvais important à ramener. Parce que vous faites partie de cette solution, vous faites partie de mettre en place ces solutions-là qu'on propose et qu'on avance tout le monde ensemble. Donc, pour le mot de la fin, en fait, ça va être bien simple. C'est juste vous remercier d'avoir été présents et présentes à ce tout premier webinaire du secteur sociopolitique. J'espère que vous avez aimé le format, que vous avez apprécié de pouvoir qu'on puisse discuter comme ça tout le monde ensemble. Moi, j'ai trouvé ça quand même vraiment super intéressant. Je vous invite à inviter vos collègues, vos amis, vos connaissances à nos prochains webinaires pour faire grandir cette belle bébite qu'on essaye d'amener avec de l'éducation syndicale, un espace de discussion, d'échange. Et aussi pour commencer déjà à se mettre en action dans cette création d'espace de discussion qu'on veut faire avec les membres, comme on vous a annoncé au début, ce webinaire-là est enregistré. Donc, si ça vous tente de reprendre la partie du début de discussion, vous pourriez la reprendre puis faire un midi-causerie avec vos membres puis partir la même discussion qu'on a eue ce soir, mais avec vos membres. Fait que ça, c'est une suggestion que je vous fais pour se mettre dans l'action de ce qu'on veut construire. Et sinon, ça fait le tour pour moi. Je veux juste vous remercier d'être resté tout ce temps. C'était bien plaisant. Merci à mon acolyte, Philippe Hurtaud, qui a fait l'entrevue, à Joël, qui est là ce soir aussi pour aider au niveau de toute l'organisation. Maxime Baudouin aussi, qui est coordonnateur au secteur, qui m'a fait une belle question surprise. Merci. Donc, merci tout le monde. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, puis on se revoit à bientôt.